Dans les dernières vidéos, nous avons trouvé sur Internet les textes applicables à une affaire ainsi que l'arrêt rendu dans cette affaire le 3 février 1999 par la Cour de cassation, suite au pourvoi numéro 96-11-946. Et nous l'avons analysé. Je vous propose à présent un quiz en rapport avec cet arrêt et cette affaire. Il sert à entraîner votre raisonnement juridique. Je rappelle ma suggestion. Suspendez, après chaque question, la vidéo, le temps de votre réflexion, avant d'écouter la réponse. Première question. Quelle était, selon vous, l'importance minimale de la succession globale de Roger Y? Autrement dit, de quelle valeur était au moins son patrimoine? Vous connaissez déjà quelques règles du droit des successions que nous avons vues ensemble. Vous savez qu'en présence d'enfants, une personne peut léguer au maximum la moitié de ses biens à d'autres personnes. Je rappelle que c'est le cas s'il y a un seul enfant. S'il y a 3 enfants ou plus, on peut léguer le quart de ses biens à d'autres personnes. Le patrimoine de cet homme était donc au moins le double de 500 000 francs, à savoir 1 million de francs. 1 million de francs, cela correspondait à un peu plus de 150 000 euros. Autre question. Vous savez donc qu'en droit français, une personne ne peut pas déshériter ses enfants. On dit que les enfants sont des héritiers réservataires. Ils ont droit à une part intouchable de la succession. Selon vous, le conjoint survivant est-il également un héritier réservataire? L'affaire de la famille Y vous apprend le contraire. En présence d'un ou de plusieurs enfants, seul l'enfant ou les enfants sont des héritiers réservataires. Et un testament qui déshérite le conjoint survivant est valable, sauf circonstances particulières et sauf exception. J'ajoute à vos connaissances que s'il n'y a pas d'enfant, le conjoint survivant est un héritier réservataire. Sa part intouchable est alors d'un quart de la succession. Il est intéressant de constater que la réserve héréditaire du conjoint survivant est moindre que celle d'un enfant unique, par exemple, dont la part intouchable est la moitié de la succession. Il est également intéressant de savoir que le conjoint survivant a plus de droits qu'une personne pacsée ou un simple concubin, qui n'ont aucun droit à la succession du partenaire, sauf s'il bénéficie comme n'importe qui d'un testament, dans la mesure où la loi le permet et que nous avons vu. Autre question. Selon vous, dans l'affaire de la famille Y, qui a saisi les juges en première instance? Les protagonistes étaient la maîtresse, Madame X, et Christian Y, le fils adoptif de l'homme décédé. La situation, telle qu'elle était avant l'action en justice, avantageait la maîtresse, Madame X. Ce n'est donc pas elle qui a pris l'initiative d'agir en justice, mais Christian Y. Si vous avez répondu « c'est Madame Y, l'épouse déshéritée qui a saisi les juges de première instance », c'est également une bonne réponse, c'est logique. En réalité, il semble que l'épouse soit également décédée à un moment, en tout cas avant le pourvoi en cassation. Autre question. Avez-vous une information qui permet de savoir qui a formé appel? Non, pas formellement. L'arrêt de la Cour de cassation n'indique pas quel était le sens de la décision des premiers juges et qui avait donc intérêt à former appel. Autre question. Compte tenu de la solution de la Cour d'appel,
Je rappelle que la Cour d'appel a annulé le testament. Pouvez-vous dire qui a formé le recours devant la Cour de cassation? La Cour d'appel de Paris a annulé la libéralité faite à la maîtresse. Le fils de l'homme adultérin devait être satisfait de cette décision, contrairement à la maîtresse. C'est la maîtresse qui avait intérêt à contester la décision de la Cour d'appel, en formant un pourvoi en cassation. Elle a fait cela en désespoir de cause, car la jurisprudence constante de la Cour de cassation était dans le même sens que la décision de la Cour d'appel de Paris. Le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation était donc une bonne surprise pour la maîtresse. D'où ma question suivante. Quelle est, en général, selon vous, l'attitude des juges de première et de deuxième instance au vu de la jurisprudence de la juridiction de cassation? Cela dépend du caractère plus ou moins soumis des juges. Les précédents jurisprudentiels ne sont pas obligatoires en droit français. Un juge est donc toujours libre de sa décision. Si un juge est convaincu que la jurisprudence de la juridiction supérieure n'est pas bonne, il peut juger dans un autre sens. Mais s'il statue en sens contraire de la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a la perspective que, si les plaideurs vont en cassation, sa décision sera cassée par la Cour de cassation. En effet, la sécurité juridique requiert que la jurisprudence de la Cour de cassation ne change pas tout le temps et qu'il y ait un minimum de stabilité, permettant de prévoir la solution. Ce n'est donc pas tous les jours que la Cour de cassation se laisse convaincre par les juges du fond de changer sa jurisprudence. La suite du quiz dans la prochaine vidéo.